Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, dans chacun des territoires que vous représentez, depuis 3 semaines, des groupes de Français ayant enfilé un gilet jaune, parfois des groupes très restreints, parfois des groupes plus larges, organisent des barrages filtrants, ouvrent des péages, occupent des ronds-points ou des zones commerciales. Ces actions se déroulent en général dans le calme. Un calme qui contraste avec l'extrême violence que nous avons connue samedi dernier à Paris et dans de nombreuses villes, à Toulouse, à Marseille, au Puy-en-Velay, où le Président de la République s'est rendu mardi. J'aurais pu également citer l'île de la Réunion, où Annick Girardin s'est rendue la semaine dernière pour échanger avec les manifestants, les élus, et apporter des réponses aux questions et aux colères qui étaient formulées. Vous êtes, ou vous avez été, des élus locaux. Moi aussi. Cette colère, vous ne la découvrez pas. Moi non plus. Nous l'avons senti monter, année après année, élection après élection, qu'elle se formule parfois par des abstentions massives ou qu'elle se formule d'autres fois par des coups de semonce. Contrairement à quelques autres, je ne cherche pas à désigner les coupables de cette colère, mais je constate qu'elle vient de loin, qu'elle a longtemps été muette, et que si elle a été muette, c'est parce que longtemps elle a été tue, par pudeur, par fierté parfois, car se mettre en colère et dénoncer quelque chose que l'on subit, c'est parfois vécu et perçu comme quelque chose qui ne serait pas à la hauteur. Certains ont reconnu, avec beaucoup de sagesse et d'honnêteté, que cette colère venait de loin. Je veux les en remercier, pas en mon nom propre, bien entendu, mais au nom de ceux qui, loin des surenchères, recherchent, sans renier bien évidemment leurs convictions, comme quoi les deux sont possibles, une issue républicaine à une crise dont la violence a surpris tout le monde. J'ai déjà eu l'occasion de citer, et je le refais bien volontiers dans cet hémicycle, le nom et l'œuvre de Marc Bloch, et je note que dans un de ses plus célèbres ouvrages, il évoque l'importance de la lucidité. Lucidité évoquée comme un exercice permanent qui implique d'être constant quand on croit que ce que l'on fait est juste et d'avoir le courage de faire autrement quand quelque chose ne fonctionne pas. Tous les maires, tous les présidents d'exécutifs locaux l'ont vécu au moins une fois. C'est à cet exercice que nous nous sommes attelés, un exercice qui se traduit de 3 manières différentes. Lucidité d'abord sur la situation d'extrême tension que traverse notre pays. Des tensions qui nous ont conduits à la conclusion qu'aucune taxe ne méritait de mettre en danger la paix civile. Comme je l'ai dit hier à l'Assemblée nationale, nous avons donc décidé, avec le Président de la République, de renoncer aux mesures fiscales concernant le prix des carburants et les prix de l'énergie qui devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2019. Le Sénat ayant voté la suppression de ces taxes dans le projet de loi de finances 2019, elles ne seront pas réintroduites. Lucidité ensuite. Lucidité ensuite sur la méthode. Une bonne méthode, ça n'est jamais que le moyen qui permet d'atteindre le but qu'on s'est fixé. C'est une méthode qui s'adapte à une situation qui, par nature, n'est jamais figée.
parce que certains problèmes demandent des solutions rapides et que d'autres exigent des concertations plus larges. C'est l'objectif du débat que le président de la République m'a demandé de conduire. Un débat qui vise à répondre à 3 questions concrètes. La première concerne le rythme, les modalités, le calendrier de la transition écologique, qui demeure, nous le savons tous, pour notre pays, pour nos territoires, et je pense en particulier à nos territoires ultramarins, mais pour tous les territoires de la France, pour notre économie, pour notre agriculture, pour notre pouvoir d'achat, un horizon qui n'est ni négligeable ni négociable. J'ai proposé une première série de mesures d'accompagnement, laquelle venait s'ajouter à des mesures déjà existantes d'accompagnement de cette transition. Ces mesures sont massives par leur montant. Elles ont, à bien des égards, prouvé une partie de leur efficacité, en tout cas auprès d'une partie de la population, si j'en juge par la consommation, par le recours massif et même supérieur à celui qui avait été initialement envisagé à des dispositifs comme, par exemple, la prime à la conversion automobile. Elles ont prouvé donc une partie de leur efficacité, mais elles ne répondent pas, si j'en crois les manifestants, à la totalité des besoins exprimés par les Français. Le débat doit donc permettre de les compléter avec les Français, avec les professionnels, avec les élus, avec tous ceux qui peuvent exprimer le besoin précis et travailler aux réponses adaptées. La deuxième question concerne les trajets domicile-travail. Des trajets qui ponctionnent une part importante des salaires, des revenus en général, un peu comme l'ont dit certains, comme un impôt caché sur le travail. J'ai chargé Muriel Pénicaud, Jacqueline Gourault et Élisabeth Borne de conduire une concertation avec les organisations syndicales et avec les élus pour nous aider à trouver des solutions rapides et concrètes qui s'adaptent aux spécificités de leur territoire. Un certain nombre de ces consultations avaient été engagées dans le cadre de la préparation de la loi d'orientation des mobilités, et j'observe que beaucoup d'associations d'élus avaient salué ce travail de concertation, mais il peut être approfondi, là encore, pour trouver, territoire par territoire, indépendamment des dispositifs institutionnels, le cas échéant, les solutions adaptées aux besoins exprimés par nos concitoyens. Enfin, dernière question, la fiscalité et la dépense publique. Les Français qui portent un gilet jaune l'ont dit, ils veulent moins d'impôts, moins de taxes, et savoir à quoi ces impôts et ces taxes servent. Et c'est bien légitime. Nous devons donc ouvrir un débat. Le débat, il a lieu, évidemment et heureusement, c'est le sens même de la démocratie et du contrôle parlementaire, chaque année dans les 2 assemblées. Mais reconnaissons ensemble, mesdames et messieurs les sénateurs, que la technicité de ce débat, sa qualité à certains égards, mais sa grande technicité, rend parfois difficile la lecture, les enjeux de l'utilisation de telle ou telle enveloppe, la réalité ou les perspectives de telle ou telle recette. Nous devons donc ouvrir un débat qui permette de ramener de la clarté, de la transparence dans une question dont nous savons tous qu'elle est très passionnelle en France. Une question passionnelle que nous devons aborder dans le calme, sans pour autant transiger sur l'ambition. Je me fixe 2 règles en la matière. D'abord, que ce débat ne crée pas de nouvelles taxes et qu'il ne vienne pas creuser ou augmenter encore la dette. Nous voulons baisser les impôts, très bien. Alors, regardons l'ensemble du sujet, de la dépense, des recettes et de cette dette qui a crû de façon très significative en France depuis maintenant de nombreuses années. Soyons vigilants à ce que nous ne léguions pas à nos enfants des taxes futures,
des dettes qui viendront grever leur pouvoir d'achat. Et soyons vigilants à ce que la maîtrise de la dépense publique préserve les territoires et les Français qui en ont le plus besoin. Enfin, je souhaite que ce débat puisse aussi, même si là encore, pour beaucoup de Français, cela semble clair, je souhaite que ce débat puisse nous permettre de prendre conscience de la chance dont nous disposons de pouvoir bénéficier de services publics de qualité. Des services qui, ailleurs, peuvent parfois coûter très cher et très cher directement. Nous payons des impôts qui sont effectivement très élevés en France. Mais ce sont aussi grâce à ces impôts que nous pouvons consacrer en moyenne 6 200 € par an à chaque élève scolarisé à l'école primaire, 8 500 € à chaque collégien français, 12 000 € pour chaque lycéen en lycée professionnel. Des sommes importantes qui sont à la charge de l'État ou des collectivités territoriales et qui relèvent du paiement par les Français de l'impôt et des taxes. Ce débat, il doit être national et doit être également territorial, au plus près des Français. Il doit être institutionnel puisque nous pouvons nous appuyer, et c'est tant mieux, sur des associations, des institutions qui ont été créées pour faire vivre le débat public, premier rang desquels, bien entendu, les deux assemblées. Mais au-delà de ces deux assemblées parlementaires, le Conseil économique, social et environnemental, les institutions régionales qui existent en la matière. Mais il doit être aussi ce débat informel, direct, afin que chacun sache qu'il pourra y prendre part et qu'il pourra être entendu. Je souhaite que les élus, leurs associations, y prennent toute leur place, que les Français puissent y contribuer, qu'on y parle aussi peut-être de toutes ces dépenses contraintes qui, sans être juridiquement ni des impôts, ni des taxes, pèsent au fond au moins autant sur ce qui reste à la fin du mois. Il est impératif, mesdames et messieurs les sénateurs, que les maires prennent toute leur part dans ce débat. Et permettez-moi de profiter de cette tribune pour saluer et remercier ceux d'entre eux qui ont relayé notre message d'apaisement. Remercier l'Association des maires d'Île-de-France qui a proposé d'ouvrir des cahiers à destination de ceux des Français qui souhaitent s'exprimer directement. Remercier aussi les maires ruraux qui organisent ce samedi une journée mairie ouverte pour dialoguer. Pour moi, la vraie démocratie directe, celle qui permet d'allier la proximité et la légitimité, c'est bien celle-là. Les maires sont d'ailleurs, une fois encore, en première ligne sur le terrain pour appeler au calme et répondre à la colère. Certains nous ont demandé des effectifs policiers supplémentaires en prévision de samedi prochain. Nous travaillons activement avec ceux qui expriment ces besoins pour pouvoir y répondre dans des conditions satisfaisantes. Cette lucidité, elle nous a conduit à rechercher l'apaisement. Elle nous conduit aussi à continuer à avancer, à continuer à apporter, tenter d'apporter, des réponses très concrètes, sur mesure, pas toujours très spectaculaires, mais durables, à nos territoires. Des territoires dont nous savons tous qu'ils n'ont ni les mêmes atouts ni les mêmes besoins. C'est ce qui nous a conduits à travailler avec les élus alsaciens pour essayer d'imaginer avec eux une structuration, une évolution permettant de prendre en compte leurs aspirations, mais les aspirations également légitimes des autres élus de la région Grand Est. C'est ce qui nous a permis de travailler avec les élus notamment du département des Ardennes à la constitution et à la construction d'un pacte permettant, là encore, de trouver des solutions concrètes et des moyens pour faire évoluer la situation dans le bon sens. C'est ce qui nous a conduit à poursuivre l'initiative qui avait été prise dans le bassin minier, en y apportant des financements, les financements qui avaient été évoqués, de façon à, là encore, définir sur mesure, les besoins des territoires et la réponse de l'État. C'est ce qui sera inscrit dans le pacte qui liera l'État à la région Bretagne et dans celui qui est en discussion avec les Pays de la Loire. C'est aussi la raison du déploiement de la police de sécurité du quotidien. C'est aussi
dans le domaine du raccordement au haut débit, dont nous savons tous et dont nous discutons souvent de la nécessité et de l'urgence qui s'y attachent, le plan d'équipement qui fait que 2800 pylônes, depuis janvier dernier, ont reçu les équipements nécessaires pour la 4G, avec, vous le savez, un changement de logique dans la relation entre l'État et les opérateurs qui nous permet d'envisager un équipement plus rapide et plus complet du territoire par rapport à ce qui était initialement prévu. C'est dans le domaine de la santé la suppression du numerus clausus, afin, dans le temps, de faire en sorte que le nombre de médecins augmente, et les 1500 jeunes médecins qui, depuis mai 2017, ont décidé de s'installer dans des zones fragiles. C'est le remboursement, depuis septembre 2018, de la téléconsultation. Aucun de ces instruments, à eux seuls, n'est une réponse à des problèmes très vastes et très anciens. Mais il nous paraît que ces instruments constituent des éléments de réponse et qu'il faut les évoquer. C'est le déploiement du plan Action Cœur de Ville qui consacre 5 milliards d'euros à la revitalisation des centres de 222 villes petites et moyennes. C'est aussi la réorientation de nos investissements, des TGV vers les déplacements du quotidien. Une réorientation qui est forcément lente et qui est toujours délicate, qui n'est jamais insensible, notamment pour les territoires qui attendent la construction de ces lignes à grande vitesse, mais qui est nécessaire si nous voulons pouvoir entretenir dans de meilleures conditions les infrastructures qu'utilisent des millions de passagers, si nous voulons essayer de désengorger les métropoles grâce au rail, et notamment au rail de proximité, si nous voulons désenclaver les villes ou les territoires ruraux. Je pense à la RN 164 en Centre-Bretagne, promise par le général de Gaulle, je crois. C'est la RN 122 à Aurillac, qu'Édouard Balladur, je crois, s'était engagé à construire. C'est la RN 88 du Puy-en-Velay vers Mende et Rodez. On pourrait citer la RN 2 entre Hirson et Maubeuge, la RN 21 vers Périgueux. On pourrait citer aussi, me semble-t-il, l'autoroute vers Castres depuis Toulouse. C'est enfin la future loi d'orientation sur les mobilités que vous allez examiner. Cette lucidité doit nous conduire à continuer de mieux rémunérer le travail, parce que derrière la question du pouvoir d'achat, il y a celle de la rémunération du travail en France, qui, durant de nombreuses années, n'a pas assez augmenté ou a été grevée par des évolutions, et notamment des évolutions d'impôts. Depuis le mois d'octobre, des millions de salariés ont bénéficié d'une hausse, certes toujours moins importante que celle qu'on espérait, mais néanmoins réelle, de leur salaire net. Dès le mois de janvier 2019, le SMIC augmentera de 1,8%, et sur un an, grâce à l'action conjuguée de cette indexation, de la baisse des cotisations sociales et de la prime d'activité, la hausse est de l'ordre de 3% par rapport au 1er janvier 2018. La hausse de la prime d'activité que nous avons décidée pour avril 2019 amplifiera encore cet effet. Et je suis prêt à examiner toutes les mesures qui permettraient d'augmenter les rémunérations au niveau du SMIC sans pénaliser excessivement la compétitivité de nos entreprises. Et les salariés pourront encore gagner plus grâce à la suppression des cotisations sociales sur les heures supplémentaires. Vous aurez enfin, mesdames et messieurs les sénateurs, l'occasion d'acter, dans le cadre du projet de loi Pacte, le développement massif de l'épargne salariale, de l'intéressement et de l'actionnariat salarié. Nous continuerons à nous battre pour l'égalité des chances, parce que la colère qui s'exprime concerne évidemment les fins de mois, et même souvent les milieux de mois, mais elle concerne aussi l'avenir, celui d'enfants de millions de familles qui ont le sentiment de ne pas avoir les mêmes chances que les autres de réussir. C'est le sens des mesures de dédoublement des classes dans les réseaux REP et REP+, dont les retours formulés par les élus, les enseignants, les parents, sont positifs. C'est le sens aussi du dispositif Devoirs faits au collège, de la scolarisation qui sera évoquée prochainement dès l'âge de 3 ans et qui est une très belle mesure républicaine. La scolarisation obligatoire, bien entendu. C'est le sens de la réforme de l'apprentissage, dont chacun sait qu'il permet de s'insérer avec plus de facilité dans le monde du travail. Le sens de la refonte de notre système de formation professionnelle. Le sens de l'investissement massif dans les compétences que nous souhaitons réaliser. Cette
lucidité nous oblige à continuer de réduire la dépense publique dans notre pays, justement pour pouvoir baisser les impôts. Nous avons vu combien ces deux baisses, parce qu'elles sont liées, sont urgentes. En 2017, la France a réduit ses déficits. Elle continuera à le faire. Elle maîtrise la hausse de la dépense publique de l'État. Grâce à l'engagement des élus, elle maîtrise aussi la hausse de la dépense publique locale. Et grâce à nos efforts continus, ceux de nos prédécesseurs et ceux de la majorité actuelle, nous allons pouvoir voter un budget de la sécurité sociale à l'équilibre. Ces tendances encourageantes sont le fruit d'efforts collectifs, en vérité moins celles de majorités successives que des Français, passés, présents, nationaux et locaux. Depuis le mois d'octobre, des millions de contribuables ont bénéficié d'une baisse de 30% de leur taxe d'habitation. Une taxe que beaucoup d'entre nous disaient à juste titre injuste. Une taxe que beaucoup d'entre nous dénonçaient depuis des années et que nous allons supprimer par tranches successives en compensant, comme c'est bien naturel et comme c'est surtout bien constitutionnel, à l'euro près pour les collectivités, la charge. Nous avons choisi aussi de réduire et de simplifier la fiscalité sur le capital, parce qu'il s'agissait d'un engagement pris au moment de la campagne présidentielle puis de la campagne législative devant les Français. Parce que nos entreprises ont besoin de capital pour se développer. Parce que notre pays a besoin d'investisseurs, nationaux et étrangers. C'est un choix de stratégie économique totalement annoncé et totalement assumé. Ce choix, je l'ai dit hier, nous sommes prêts à l'évaluer. Nous n'avons pas peur de ce débat. Nous pensons qu'il est nécessaire. Et nous croyons même qu'il permettra de documenter, de démontrer le bien-fondé de ce choix. Enfin, cette lucidité nous conduit à poursuivre ce combat indispensable en faveur de solidarités bien réelles. Ce ne sont pas forcément les mesures dont on parle le plus, et pourtant, nous savons que ce sont souvent celles qui changent la vie dans les faits. La revalorisation de tous les minima sociaux, bien entendu. La mise en place du tiers payant pour le complément de mode de garde au 1er janvier 2019. L'offre de petit déjeuner dans les zones REP+. Les repas à 1 € dans les cantines des communes rurales qui ne disposaient pas ou ne pouvaient pas offrir ce service. La possibilité pour tous les Français, à partir de 2019 et de manière progressive, de bénéficier d'une prise en charge à 100% de leurs lunettes, de leurs frais dentaires ou de leurs prothèses auditives. Ces dépenses, ce sont souvent des dépenses très lourdes. Elles ne pèseront plus sur le pouvoir d'achat. Là où la lucidité commande de faire différemment, la même lucidité commande de poursuivre les grandes transformations. Parce que toutes ces transformations apportent une réponse, parfois de court, parfois de moyen, parfois de long terme, aux préoccupations qui s'expriment. Avant que le débat ne s'engage, je voudrais dire, mesdames et messieurs les sénateurs, un mot des violences que nous avons déplorées et de la sécurisation des probables manifestations de samedi prochain. Mes premiers mots seront d'abord pour nos forces de l'ordre. Ces hommes, ces femmes ont été les victimes d'un incroyable déchaînement de violence dont bien souvent le but était d'attaquer, de blesser, parfois même de tuer. Ces hommes, ces femmes ne sont pas simplement des représentants de la République. Ne seraient-ils que des représentants de la République, ce serait déjà une immense fierté. Ils ont été samedi les gardiens de la République, les incarnations de la République, les défenseurs de la République. Je veux leur dire, en mon nom propre et au nom de l'ensemble du gouvernement, et je crois au nom de l'ensemble de la nation, ma reconnaissance, mon admiration face à leur sang-froid, face à leur professionnalisme. Permettez-moi de remercier également
l'administration et les services judiciaires qui se sont mobilisés pour apporter des réponses pénales rapides et fermes aux délits commis samedi dernier. Je voudrais aussi, mesdames et messieurs les sénateurs, redire mon dégoût en découvrant les images du saccage de l'Arc de Triomphe. Ce dégoût, des millions de Français l'ont ressenti dans leur chair, tout comme ils condamnent les menaces ou les agressions contre les représentants de la nation, élus ou fonctionnaires. Nous en retrouverons les auteurs, ils seront traduits en justice, et j'espère, mesdames et messieurs les sénateurs, qu'ils seront sévèrement punis. Depuis le début des contestations, nous n'avons jamais interdit de rassemblement. Cela étant, les événements de samedi dernier doivent nous conduire à faire preuve de la plus grande prudence et de la plus grande détermination. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur a invité celles et ceux qui envisageaient de se rendre à Paris samedi prochain pour manifester à ne pas le faire. Il ne s'agit pas d'interdire de s'exprimer, mais bien d'éviter qu'ils soient pris au piège, d'une certaine façon, que leur tendent les casseurs. Pour y faire face, le gouvernement va mobiliser des moyens exceptionnels qui s'ajouteront aux 65 000 forces de sécurité qui seront déployées dans toute la France. Nous continuerons à interpeller, à traduire en justice toute personne prise en flagrant délit de violence ou de dégradation. Nous continuerons à faire preuve de la plus grande fermeté. Nous nous battrons contre la haine et contre la violence qui s'exprime dans une incroyable violence. Mesdames et messieurs les sénateurs, dans la situation à laquelle nous faisons face, le devoir de lucidité s'impose à tous. Le devoir de responsabilité également, aux élus, aux membres du gouvernement, aux élus locaux, aux responsables des formations politiques, aux commentateurs, aux éditorialistes, aux citoyens, à tous. Il s'impose à tous parce que la liberté va toujours de pair avec la responsabilité. Je voudrais, pour en conclure, profiter de cette tribune pour saluer tous ceux qui ont lancé ou relayé cet appel au calme. Des organisations syndicales, des associations, des élus nationaux, quelles que soient les formations politiques dont ils sont membres, et quelle que soit la vision ou la position qu'ils puissent avoir face au gouvernement. Ils ont dit que leur responsabilité était d'appeler au calme et à ne pas manifester samedi. Cette responsabilité les honore et je voudrais dire combien elle les grandit. En France, dans cet hémicycle, comme dans toutes les rues, c'est la République qui doit avoir toujours le dernier mot. Elle est notre chose commune. Et puisque nous l'aimons, nous devons la préserver. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre.